Merci d'être en ligne pour ce webinaire donc, qui va traiter du cluster 4 d'Horizon Europe, particulièrement les volets industrie et digital du cluster 4 d'Horizon Europe. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du réseau French Automotive and Mobility Network, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je m'appelle Mathieu Sareva, je suis consultant et correspondant innovation basé à Bruxelles pour ce réseau depuis maintenant plus de 5 ans. Et je vais me charger donc de vous présenter un certain nombre de points ce matin, donc notamment pour commencer, donc après une brève intro de ce qu'est le réseau FAMN, évidemment, quelques rappels du fonctionnement d'Horizon Europe en général, notamment pour ceux d'entre vous qui sont peut-être moins familiers du dispositif, que peut-être pas encore jusqu'à aujourd'hui, soumis des propositions dans le cadre de ce programme-là. Donc, on va rappeler un certain nombre de généralités, d'éléments relatifs à son fonctionnement, des critères d'éligibilité et toute autre info qui peut être utile à avoir en tête avant de se plonger dans le détail des topics d'appel à projet qui nous intéressent et qu'on détaillera ce matin. Donc des topics d'appel à projet qui s'intègrent au programme de travail 2026-2027. Donc, c'est des programmes de travail qui sont systématiquement biannuels. Mais donc, ce matin, on s'intéressera exclusivement aux appels 2027, évidemment, puisque pour les appels 2026, la majorité d'entre eux ont déjà été clôturés. Et puis, on avait fait un webinaire il y a à peu près un an sur les appels 2027, déjà du cluster 4, donc sous le même format. Donc, le Work Programme 2026-2027 du cluster 4 d'Horizon Europe, il regroupe presque une cinquantaine de topics d'appel à projet. Aujourd'hui, on en a sélectionné 8 donc sur les parties, donc, comme j'ai dit, industrie et numérique du cluster 4. Certains couvrent les deux en même temps. Les 8 qu'on a considérés être, donc en discutant avec les responsables Europe des pôles de compétitivité qui composent le réseau FAMN, les 8 qui nous ont paru être les plus pertinents pour vous. Et ensuite, enfin, on prendra quelques minutes pour présenter quelques conseils pratiques pour la préparation de votre proposition. Alors, ça va concerner autant la partie recherche de partenaires, constitution d'un consortium, que la partie pratico-pratique de la manière dont il faut idéalement structurer sa proposition. Et puis évidemment, on prendra vos questions. Alors, on a réservé un temps d'une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour prendre vos questions, mais ouais, l'idée, c'est de ne pas être trop formel non plus. Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, je serais ravi d'interrompre la présentation pour répondre à vos questions. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité main levée pour que je puisse voir s'il y a des questions en attente. Et puis, n'hésitez pas non plus à écrire dans le chat. On essayera de garder l'œil sur les questions ou les remarques faites dans le chat. Voilà pour l'agenda du jour. Donc, on sera ensemble jusqu'à midi. Donc, une slide introductive de ce qu'est le réseau FAMN, French Automotive and Mobility Network. Alors, je pense que la plupart d'entre vous sont maintenant familiers de ce que c'est, si vous avez déjà participé à des webinaires ou à des initiatives que l'on a organisées. Voilà, c'est une initiative qui est en place depuis 2019 maintenant, ce qui correspond à l'année où a été mis en place la présence à Bruxelles du réseau FAMN, avec 4 entités qui sont derrière, en fait, les 3 pôles de compétitivité mobilité automobile, Nextmove, ID4 Mobility et Cara, respectivement présents sur les régions que vous voyez à la droite de l'écran. Et puis évidemment la PFA, qui est une couverture nationale de représentation de la filière automobile et des mobilités. Avec tout ça, on agrège près de 1500 membres
60% de PME et on est en mesure de couvrir 7 régions. Ouais, donc je bascule directement sur les quelques rappels qu'on a considérés importants à présenter sur le fonctionnement d'Horizon Europe en général. Donc ici, une slide que vous avez sûrement déjà vue souvent, que j'ai aussi déjà présentée dans les précédents webinaires qu'on a fait. Donc la vue d'ensemble d'Horizon Europe, comment ça se structure, quels sont les différents sous-programmes qui composent Horizon Europe. Voilà, simplement pour dire ici qu'on s'intéressera aujourd'hui au cluster 4 d'Horizon Europe. Donc le cluster 4, il est situé ici. Alors je sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, mais peu importe, c'est ici au centre de l'écran, donc où on a les différents clusters thématiques, donc sous le pilier 2. Et donc, on a 6 clusters thématiques qui couvrent différents thèmes prioritaires de recherche et d'innovation. Et le cluster 4, donc, qui s'intitule Digital Industry et Space, donc industrie numérique et espace. Donc voilà, c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. Et on a aussi souvent fait des webinaires sur le cluster 5 qui traite des sujets climatiques, énergétiques et mobilité. Vous étiez peut-être en ligne avec nous il y a 2 semaines pour le webinaire similaire qu'on a fait sur les appels du cluster 5. Voilà, et après, il y a d'autres programmes qui sont un petit peu différents, notamment, je peux citer par exemple sous le pilier 3, donc, qui est plutôt le pilier innovation, start-up, notamment l'EIC, donc European Innovation Council, qui est un programme qui finance les PME et les start-up, voilà, qui est assez connu aussi, notamment en France, parce qu'il y a des taux de succès qui sont assez bons côté français sur ce programme. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de sous-programmes, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Alors, le pilier 2, là, vous voyez sur la gauche de l'écran donc un zoom sur le pilier 2, avec, donc là, ici, c'est écrit pôle, mais les différents clusters thématiques. On retrouve ici donc le cluster 4, numérique, industrie et espace, que j'ai déjà cité. La particularité de tous les appels à projets qu'on retrouvera dans le pilier 2, en comparaison avec ce qu'on retrouvera dans le pilier 1 ou dans le pilier 3, c'est qu'on a des appels top-down, c'est-à-dire que c'est des appels à projets qui sont très relativement, parce que ça tend à l'être de moins en moins, mais en tout cas, quand même de façon générale, très prescriptif, très détaillé. Il faut vraiment apporter un projet qui correspond à ce qu'attend la commission sur un sujet très précis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sélectionné 8 de ces sujets. Et c'est important donc, de les lire attentivement, de les comprendre pour pouvoir faire une proposition qui correspond parfaitement à ce qui est attendu et donc qui aura par conséquent des chances d'être financée. Donc voilà, ça c'est la particularité du pilier 2, c'est cette approche top-down. La commission fixe les priorités, détaille le contenu des appels et ensuite donc les candidats intéressés doivent se former en consortium, des consortiums qui doivent être idéalement transdisciplinaires, transsectoriels et surtout, parce que ça c'est une règle, transnationaux avec au moins 3 pays différents, 3 pays éligibles différents représentés et 3 entités juridiques différentes représentées dans le consortium. Et en pratique, en général, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est jamais tellement un sujet de respecter cette règle parce que naturellement, les consortiums sont plus larges que ça. Voilà, c'est des projets qui sont relativement longs, d'une durée de 3 à 4 ans en général. Et des financements qui vont, pour les plus petits projets, se situer autour de 2 à 3 millions d'euros de subventions européennes pour les 3 ans de projet, jusqu'à 5, voire 10, voire plus de 10 millions d'euros, donc pour l'entièreté de la durée du projet. À savoir que, et vous allez le voir aujourd'hui quand je vais vous montrer la vue d'ensemble des topics qu'on a sélectionnés, mais la tendance va à des plus gros financements par projet, ce qui veut dire des plus gros projets, des plus gros consortiums. Et donc, une chose importante, et ça, je vais le détailler sur la slide suivante, c'est qu'on a 3 grands types de projets, types d'actions, RIA, IA et CSA. Donc, RIA, c'est Research and Innovation Actions, IA, c'est Innovation Actions, et CSA,
sont les Coordination and Support Actions. La différence entre les deux premiers, elle est assez simple à comprendre. Ça se situe au niveau du TRL attendu en fin de projet. Pour une RIA, en fait, on va être sur des projets plutôt recherche, voilà, qui vont devoir atteindre un TRL de 5 en fin de projet. Donc, c'est-à-dire une innovation, une solution qui aura été, dans le cadre du projet, démontrée dans des conditions pertinentes en laboratoire, par exemple. Donc, on aura des consortiums sur des RIA qui seront plutôt atteintes recherche, avec principalement des universités et des centres de recherche, et quelques industriels parfois qui feront office parfois d'utilisateurs finaux potentiels, mais qui auront des rôles moindres dans ces projets-là en pratique. Et puis le pendant, c'est donc l'IA Innovation Actions. Donc ça, c'est la continuité avec des TRL plus hauts cette fois-ci. Donc des projets plutôt purement innovation qui ont vocation à vraiment approcher le marché en allant atteindre des TRL autour de 7-8 en fin de projet. Donc là, on va être vraiment sur des actions type prototypage, essai en conditions réelles, démonstration, pilote, validation à grande échelle. Donc là, nécessairement, en fait, on va avoir des industriels qui auront un rôle beaucoup plus important dans le cadre des projets, bien que ça peut tout à fait être coordonné et porté par un centre de recherche, évidemment. Et c'est même en général le cas. Souvent, il y a un petit peu cette idée reçue que sur les IA, ça doit nécessairement être porté par un industriel. Oui, le concept, effectivement, doit être porté d'une manière ou d'une autre par un industriel ou un groupe d'industriels, mais le projet peut tout à fait être coordonné par un centre de recherche. Et puis les CSA, ça c'est un petit peu plus rare et on n'en aura pas aujourd'hui dans la sélection de topics qu'on vous présentera. Là, ici, c'est pas de la recherche et innovation, c'est vraiment des actions d'accompagnement, de mise en réseau, de communication, de sensibilisation, de préparation de roadmap, de recherche et d'innovation. Et voilà, il y a pas de R&D en tant que tel dans ces projets-là. Là, simplement une slide sur les lump sum. Alors, vous êtes probablement de plus en plus familier de ce que sont les lump sum en termes de manière dont fonctionne le budget du projet, parce que c'est en place depuis 2-3 ans maintenant et que vous avez peut-être participé à des projets en lump sum. C'est important de le mentionner parce que la tendance va vers de plus en plus d'appels à projets qui imposent un budget en lump sum. Dans la prochaine programmation, la tendance, c'est potentiellement qu'il n'y ait plus que ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'introduction des projets en lump sum, donc les projets européens, ça fonctionnait de façon assez simple sur une base de remboursement. Donc, vous budgétiez vos coûts et une fois le projet lancé, de façon régulière, vous faisiez donc via le coordinateur un reporting de l'ensemble des coûts générés par le projet. Vous présentiez ces coûts-là à la commission et la commission remboursait le coordinateur et par extension tous les partenaires de ces coûts-là. Et donc là, avec les lump sum, c'est un petit peu différent. Donc vous budgétez en amont, à étape de proposition, l'ensemble des coûts relatifs au projet. Et si la proposition est acceptée, si le projet donc est accepté par la Commission et financé par la Commission européenne, ce budget donc préparé à étape de proposition sera le budget final et il n'y aura plus de marge de manœuvre. Donc, il n'y a plus de coût réel, il n'y a plus de notion de coût réel dans le projet. Vous avez budgété, vous allez recevoir cette somme et même si c'est un petit peu trop ou potentiellement pas assez, bah, finalement c'est votre responsabilité par rapport au budget initial que vous avez proposé qui a été accepté. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de travail sur la partie budgétaire à étape de proposition. Il y a plus de détails à fournir, donc c'est important de le mentionner à ce stade-là parce que si vous vous engagez
dans des consortiums, ou si vous avez la volonté de constituer des consortiums pour les appels 2027, il faut savoir que pendant les mois de préparation, bah, vous allez devoir vous pencher là-dessus et présenter un budget extrêmement détaillé, work package par work package, je vais pas dire dépense par dépense, mais presque tâche par tâche, vous allez devoir savoir ce que va vous coûter la mise en œuvre de ce projet, pour éviter des erreurs et éviter finalement d'être sous-financé ou potentiellement surfinancé. Mais ça, il y a assez peu de chances puisque les évaluateurs l'identifieront normalement et vous le reprocheront dans l'évaluation. Alors au niveau de l'éligibilité, donc Horizon Europe, c'est assez simple. L'ensemble des entités établies dans les États membres de l'UE sont d'office éligibles. L'ensemble des entités établies dans les pays associés à Horizon Europe sont également d'office éligibles, exactement comme les précédentes, donc exactement comme les États membres de l'UE. Ces pays associés, ils sont listés sur le site de la Commission. Il y en a un petit peu plus d'une dizaine. Je, je peux citer par exemple le Canada, la Corée du Sud, l'Australie depuis assez peu de temps, la Nouvelle-Zélande. Voilà, il y en a d'autres, la Suisse, le UK évidemment, qui sont probablement les plus anciens. Et puis d'autres cas spécifiques où des entités peuvent être éligibles, bien qu'elles soient établies ni dans un pays membre de l'UE, ni dans un pays associé à Horizon Europe. C'est le cas notamment pour les pays à plus bas revenus ou les pays moins développés. C'est le cas aussi ça peut être le cas aussi lorsque dans un appel à projet spécifique, vous avez une collaboration internationale spécifique qui est suggérée. Voilà, donc c'était tout pour moi pour la partie éléments généraux relatifs à Horizon Europe. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser maintenant ou n'hésitez pas à les garder aussi pour la partie Q&A à la fin. En attendant, s'il n'y en a pas, donc je vais basculer directement à la présentation. Donc, des appels 2027 de la sélection de 8 topics qu'on a faites sur la base des appels qui ouvriront et se clôtureront en 2027 dans le cadre du cluster 4 d'Horizon Europe. Quelques éléments sur le cluster 4 d'Horizon Europe, comment ça se structure, quelles sont les priorités. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, donc, comme je l'ai dit, le cluster 4 d'Horizon Europe, donc c'est des innovations en matière d'industrie et de numérique, avec parfois des ponts entre les deux aussi qui sont faits. Et évidemment, de plus en plus, vous allez voir avec les topics les topics 2027, vous allez voir évidemment que l'enjeu numérique il est de plus en plus important au niveau des industries, notamment avec l'IA, notamment avec la robotique. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des sous-thématiques du cluster 4 qui sont de moins en moins cloisonnées et comme vous pouvez le voir sur cette slide, qui fonctionnent de plus en plus ensemble, si je puis dire. Donc, en termes de structure, si vous prenez le work programme, vous allez trouver 5 destinations sous lesquelles les topics se distribuent. Et aujourd'hui, on ne parlera que de la destination 1 qui s'intitule Materials Production et la destination 3 qui s'intitule Digital Emerging. Donc la première faisant référence principalement au sous-thème industrie et la troisième faisant principalement référence au sous-thème numérique. Pour les autres, on n'a pas sélectionné, d'appel. Et puis, un point rapide de calendrier. Donc, on aura dans le cluster 4 en 2027 3 calls distincts. Et pour chaque call, donc une deadline spécifique au call en question. Donc, à noter, en fait, l'info à retenir de ça, c'est que on aura deux calls principaux, le numéro 1 et le numéro 4,
Le numéro 1 avec avec une deadline au 2 février 2027, le numéro 4 avec une deadline au 18 mars 2027. Ce qui est important à retenir, c'est que ça se concentre sur le printemps. Donc, vous allez devoir quasiment dès maintenant ou juste après l'été commencer à travailler sur vos propositions, ou en tout cas commencer à sérieusement prospecter si vous êtes à la recherche de consortium. Et puis entre les deux, vous avez un call, et là pour le coup, il n'y a qu'un seul topic, un call two stage, donc en 2 étapes. Ça, c'est une nouveauté qui a été introduite par la commission, pareil, il y a 1 ou 2 ans. Donc, du coup, une première soumission, première étape de soumission, donc au 2 février 2027, et puis une proposition complète qui devrait être soumise au 2 septembre. Donc, comment ça se passe en pratique? En fait, vous soumettez une version raccourcie de proposition en première étape, donc d'une dizaine de pages. Sur cette base, les évaluateurs évaluent toutes les propositions reçues et donc certaines passent en deuxième étape et certaines sont rejetées dès la première étape. Ce qui vous permet en deuxième étape de finaliser votre proposition, qui pour le coup, là, en deuxième étape, sera une proposition classique d'une quarantaine de pages avec tous les détails habituels. En deuxième proposition, vous n'allez concourir que contre au maximum une dizaine d'autres candidats. Voilà, ce qui vous permet de savoir d'office en première étape si votre proposition et votre consortium n'est pas au niveau. Voilà, vous n'avez pas à avoir à faire l'effort de construire une proposition complète pour finalement être rejeté. Si vous êtes retenu, c'est que votre proposition a le potentiel d'être retenue. Voilà. Alors ici, vous avez la vue d'ensemble des 8 topics qu'on a sélectionnés pour ce webinaire. Donc, sur la base de cette vue d'ensemble, et je rentrerai dans le détail de chacun après, évidemment, mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est les budgets qui sont relativement importants. En fait, chaque topic est plutôt très bien doté, avec pour pas mal d'entre eux aussi un nombre important de projets retenus. Notamment sur la première phase, donc avec les deadlines du 2 février 2027, euh, vous avez 6 projets retenus pour la plupart. Vous avez même un topic avec 8 projets retenus et des budgets totaux donc relativement importants. Donc c'est assez intéressant en termes de compétition et de chances de succès, même si bon, il faut quand même toujours garder en tête qu'une belle dotation sur un appel, ça va attirer aussi plus de monde et plus de propositions. Voilà donc ce qu'on peut retenir sur base de cette vue d'ensemble. Donc je passe au premier topic qu'on a sélectionné, qui s'appelle Innovative Advanced Materials and New Production Processes, Reducing Dependencies on Critical and Strategic Raw Materials. Donc c'est un topic qui, donc, comme son titre l'indique, traitera de matériaux avancés innovants, de matières premières critiques stratégiques, des enjeux de substitution à ces matières critiques et stratégiques, voilà, dont l'approvisionnement est jamais certain ou peut, dans des cas spécifiques, poser problème. Et l'efficacité matière également, les procédés industriels et l'enjeu Safe and Sustainable by Design, qui est un cadre de la Commission européenne auquel qu'il faut intégrer dans sa proposition pour démontrer donc l'aspect durable de l'innovation proposée. C'est une Innovation Action avec un TRL 7 attendu en fin de projet. Et donc en termes d'impact attendu et d'activité attendue plus largement, donc il s'agira de réduire la dépendance aux matières premières critiques et stratégiques en développant des matériaux avancés innovants capables
de remplacer totalement ou partiellement donc, ces matières premières critiques et ou stratégiques. Euh, il s'agira aussi de développer de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés et ou de nouveaux produits plus sûrs, plus durables, voilà, adaptés à des secteurs cibles qui sont explicitement cités dans le texte de l'appel. Donc, on cite l'énergie, la mobilité, l'électronique, pour mentionner quelques sujets qu'on peut trouver dans l'écosystème des pôles de compétitivité mobilité automobile en France. Alors, il s'agira aussi de co-développer des matériaux et procédés de production afin de garantir performance, sécurité, durabilité, flexibilité, scalabilité et compétitivité à l'échelle industrielle. Voilà, je passe au deuxième topic qui, lui, s'intitule Advanced Manufacturing for Key Products. C'est un appel donc, qui s'intègre au partenariat Made in Europe, donc, qui traitera de procédés industriels et de manufacturing. Donc ici, l'enjeu sera de développer des technos et des machines de fabrication avancées pour produire en Europe, et c'est important pour les enjeux de souveraineté, notamment des composants et de produits clés à haute performance. L'enjeu de réduction de la dépendance aux matières premières critiques est aussi au cœur de ce sujet-là, comme pour le sujet précédent. Voilà, il s'agira d'intégrer des matériaux avancés lorsque pertinent, euh, légers, autoréparants, par exemple, pour améliorer la performance et la qualité des produits sans faire du développement matériaux au cœur du projet. Donc voilà, c'est important dans l'angle qui pourrait être choisi par le consortium, de ne pas mettre du développement matériaux au cœur d'un work package parce que ça pourrait du coup être pénalisé si c'est explicitement dit de cette manière. Et voilà, in fine, démontrer des procédés industriels avancés, par exemple, en termes de fabrication additive, fabrication hybride, photonique, assemblage avancé, composite, polymère, traitement de surface, etc. Dans le troisième topic, ici, il s'intitule Factory Processes and Automation for De- and Remanufacturing. Donc ici, on traitera de manufacturing et remanufacturing. Il s'agira de développer des technos de déconstruction et de refabrication au niveau usine afin de pouvoir être en mesure de créer un écosystème industriel circulaire plus résilient et moins dépendant des matières neuves. Il s'agira d'être en mesure d'analyser l'état des pièces et des composants grâce à des capteurs, par exemple, grâce à l'IA, grâce aux données opérateurs, pour être en mesure de décider si ces pièces et ces composants peuvent être réparés ou peuvent être réutilisés ou améliorés ou refabriqués. Il s'agira d'automatiser les opérations également, notamment de tri, de manipulation, de démontage, des opérations logistiques également, avec des solutions donc, robotiques assistées par l'IA idéalement. Il s'agira aussi d'utiliser des données de conception, les modèles numériques et jumeaux numériques, donc digital twin, pour guider les opérateurs dans les différentes étapes de démontage, préparation, refabrication. Et puis, il y a quelques secteurs cibles qui sont mentionnés. L'idée, c'est de cibler des secteurs qui ont donc des composants à forte valeur ajoutée. Donc sont cités notamment l'éolien, l'aéronautique, le maritime, mais aussi évidemment les batteries.
Donc ce cinquième topic donc, qui s'intitule Circular Innovative Advanced Materials, Facilitating the Transition for Design to Markets. Donc là, ici, c'est un topic donc, qui a été publié dans le cadre des partenariats Innovative Advanced Materials et Made in Europe, donc conjointement. Ça traitera donc de matériaux avancés circulaires, de conception pour la circularité, de polymères composites recyclables, d'aimants notamment, pour un petit peu les mots-clés qu'on retrouve dans le texte de l'appel à projet. Il s'agira de développer donc des matériaux avancés innovants qui sont conçus pour la circularité, avec des fonctionnalités alors soit supérieures à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui ou nouvelles, notamment pour les polymères, les composites recyclables, les aimants, les alliages métalliques pour la fabrication additive. Il s'agira d'accélérer le passage du design au marché en couvrant donc tout le cycle d'innovation, donc conception circulaire, développement, montée en échelle, récupération, recyclage, valorisation en fin de vie, et puis intégration industrielle dans des produits. Donc vraiment cette dimension circularité qui est au cœur de l'appel, qui devrait être au cœur des projets qui seront retenus pour financement. Il s'agira aussi de démontrer le potentiel industriel via des démonstrateurs et des cas d'usage, même si on est sur une RIA, donc voilà, ça pourrait être des démonstrateurs à petite échelle. Il s'agira d'intégrer donc les procédés et technologies nécessaires à l'adoption industrielle, en tenant compte donc des standards, des exigences réglementaires. Donc typiquement pour ça, ça pourrait être intéressant. Pour ce genre d'expertise, ça pourrait être intéressant évidemment d'intégrer des industriels dans le consortium, même si voilà, ils ont un rôle moindre que si c'était une IA. Et puis construire des modèles économiques, circulaires, donc avec des analyses de cycle de vie notamment qui devront être faites. Donc ici, c'est un topic qui est un petit peu plus spécifique, donc qui s'intitule Fast Track to Research and Innovation for Breakthrough in Industrial Technologies. Ici, on va viser des innovations de rupture, des petits projets. Donc c'est un topic Fast Track, qui est un concept qui a été intégré par la commission dans ce work programme, mais qui n'existait pas nécessairement avant intitulé comme tel. Donc, comme je l'ai dit, l'idée sera d'aller explorer des innovations de rupture dans des technologies industrielles à un stade amont, avec une maturité technologique qui pourra aller en fin de projet jusqu'à TRL4. Mais il faudra vraiment proposer des innovations de rupture, c'est un petit peu le point clé ici. C'est des petits projets, donc 2,5 millions par projet. Ça pourrait être des plus petits consortiums qu'habituellement aussi. Et on aura 8 projets retenus ici. C'est assez large en termes de thématiques. Là, pour le coup, j'ai dit en introduction que le pilier 2 d'Horizon Europe, c'était vraiment top-down dans l'approche, dans les thématiques, dans la façon dont les appels sont prescriptifs. Ici, c'est un petit peu l'inverse, c'est beaucoup plus bottom-up, c'est beaucoup moins prescriptif. Si vous allez sur le... Et je vous mettrai tous les liens. Là, je me rends compte que je ne les ai pas mis sur les slides, mais dans la version des slides que je vous enverrai, vous aurez les liens directs pour être renvoyés vers le portail de l'Union européenne où vous trouvez tous les appels à projets. Et donc pour celui-là spécifiquement, c'est très peu détaillé, hein. Vous avez simplement un ou deux paragraphes sans plus de détails et vous pouvez proposer beaucoup de choses du moment qu'il s'agit d'une innovation de rupture. Et donc ça pourra traiter d'un petit peu tous les grands thèmes industriels liés au cluster 4, donc que ce soit manufacturing, process, décarbonation des procédés industriels énergivores, typiquement la métallurgie par exemple. Voilà, sujet textile aussi qui pourrait être couvert avec le partenariat Textile for the Future qui pourrait être abordé, ou matériaux, évidemment matériaux avancés avec le partenariat Innovative Advanced Materials. Mais il faudra
à chaque fois être très clair sur à quel point votre projet donc, correspond à l'agenda de recherche et d'innovation de l'un de ces grands partenariats, donc ceux que je viens de citer. Donc ici, Made in Europe, Process for Planet, Clean Steel, I am for you et Textiles for the Future. Voilà, et l'idée de la commission avec ça, c'est de faire émerger une pipeline de connaissances en termes d'innovation, de rupture pour les technologies industrielles. Donc, je bascule sur le topic suivant qui est donc le topic en 2 étapes, donc qui s'intitule New Approaches for Human AI Collaboration for the Workforce of the Future. Ici, donc, c'est un sujet qui est conjointement proposé par les partenariats Made in Europe et AI Data and Robotics Partnership, donc le partenariat ADR. Ici, il s'agira de développer des nouvelles approches IA pour améliorer la collaboration humain-machine, donc dans des cadres industriels, dans les usines spécifiquement. Il s'agira d'être en mesure de capturer et de formaliser les savoir-faire industriels qui sont potentiellement aujourd'hui dispersés afin d'éviter la perte de compétences et soutenir la formation continue des opérateurs sur ces thèmes-là, donc d'intégration de l'intelligence artificielle notamment. Créer des modèles d'interaction naturelle entre l'humain et l'IA pour être en mesure, in fine, de simplifier des tâches complexes. Voilà, être en mesure aussi d'adapter automatiquement les interfaces et l'automatisation aux besoins des travailleurs en tenant compte des capacités physiques, cognitives, du handicap potentiel, de l'ergonomie et des différences culturelles, voilà, qu'on peut trouver parmi les travailleurs en cadre industriel. Et pour ce faire, il s'agira donc d'intégrer aussi une dimension sciences humaines et sociales, en plus évidemment de toutes les briques techniques qui composeront ce projet, pour être en mesure de pouvoir adresser les thématiques de genre, prévention des biais IA, non-discrimination, contribution des sciences humaines et sociales, comme je l'ai dit ici. Voilà, et puis donc le sujet suivant, qui est donc l'avant-dernier, qui est donc un sujet Apply AI. Il y en a plusieurs dans le cadre du cluster 4. Donc c'est des sujets qui ont vocation à contribuer au déploiement de l'intelligence artificielle donc dans un certain nombre de secteurs, intégration rapide, efficace et sécurisée et de confiance évidemment de l'intelligence artificielle dans ces différents secteurs. Ici, l'idée, alors c'est un sujet un petit peu spécifique, qui est un innovation booster dans lequel en fait l'objectif du projet et ce que devra faire le consortium, c'est d'organiser donc une compétition en plusieurs étapes dans un secteur ciblé. Il y en a plusieurs qui sont suggérés, notamment la santé, fabrication avancée, donc le manufacturing, la conduite autonome embarquée, et d'autres encore pourront être proposés. Donc une compétition autour de défis industriels concrets où l'IA peut apporter donc un gain technologique significatif et mesurable et quantifiable. Donc voilà, l'idée sera de mobiliser les industriels, utilisateurs finaux comme partenaires centraux pour définir évidemment des problèmes qui devront être résolus. Donc ensuite donc des entreprises, potentiellement des PME ou des équipes de PME, des petits consortiums, on va dire, pourront proposer donc des solutions donc directement exploitables. Et donc il y aura une compétition qui sera organisée par le consortium dans le cadre du projet, de façon à sélectionner donc les meilleures PME ou les meilleures équipes qui recevront donc un soutien financier
du projet. Donc ici, donc, ça fonctionne en FSTP. En fait, c'est du cascade funding. Si je ne sais pas si vous êtes familier de cet instrument. On a fait un webinaire dédié sur le cascade funding il y a quelques semaines, donc je vous renvoie éventuellement à ce webinaire. Mais il s'agit très concrètement d'appel à projet dans dans le projet, en fait. Donc des sortes de mini appels à projet. Voilà, pour cet appel. Donc il y aura 3 projets retenus et la commission, donc évidemment, essayera de trouver un équilibre entre les différents thèmes. Donc on peut imaginer au moins l'un d'entre eux qui, euh, qui traitera d'automobile ou de manufacturing potentiellement relatif à l'automobile. Voilà, et puis enfin, le dernier topic dont on voulait vous parler aujourd'hui, qui est aussi un topic Apply AI. Voilà, cette fois-ci qui est un petit peu différent parce qu'il attend un seul gros projet financé à hauteur de 18 millions d'euros. C'est une Innovation Action ici, donc un TRL de 7 qui sera attendu en fin de projet. Pour le précédent, c'était plutôt des innovations moins matures attendues. L'idée ici sera concrètement de développer pardon, un cadre d'intégration modulaire et interopérable, donc des solutions robotiques pilotées par l'IA dans différents environnements industriels et de valider donc ce cadre d'intégration dans au moins 3 pilotes industriels réels qui couvriront différents scénarios, différentes tailles d'entreprise, différents besoins d'intégration, différents secteurs, potentiellement des PME d'un côté, des grands groupes de l'autre, des grands industriels de l'autre, etc. Et de ressortir du projet avec un kit d'intégration et des modules prêts à l'emploi. Voilà l'idée donc de ce dernier topic. Et j'en ai terminé avec donc la présentation des topics. Évidemment, si vous souhaitez plus de détails sur un des topics, n'hésitez pas à soit poser des questions ou éventuellement à revenir vers nous par email et puis on pourra détailler ça. Mais l'idée ici, c'était de vous fournir une première vue d'ensemble. Et puis voilà, en 5 minutes, je vais terminer avec les conseils pratiques pour préparer votre proposition au mieux et maximiser vos chances d'être financé, de rejoindre un consortium compétitif ou de construire une proposition et de construire un consortium qui pourra être compétitif aussi. Simplement un petit rappel des critères d'évaluation, excellence, impact et qualité et efficacité de l'implémentation. Voilà, 3 critères, chacun noté sur 5 et in fine une note sur 15. Voilà donc les points sur lesquels vous allez être évalué sous chacun de ces critères. Donc voilà, avec une partie excellence qui est vraiment le bloc scientifique du projet. Donc, est-ce que le projet est suffisamment ambitieux d'un point de vue scientifique, sur la base de l'état de l'art? Est-ce que les objectifs sont suffisamment ambitieux? Est-ce que la méthodologie est suffisamment solide pour atteindre les objectifs annoncés? Et est-ce que la méthodologie couvre l'ensemble des dimensions qui doivent être couvertes, y compris des dimensions non scientifiques, typiquement les dimensions de genre, les dimensions sciences ouvertes, qui permettront donc d'avoir un impact plus large avec le projet. La partie impact, est-ce que les impacts sont clairs? Est-ce que les impacts surtout sont quantifiables? Euh, et puis évidemment, est-ce que les mesures appropriées ont été prévues par le consortium pour maximiser l'atteinte de ces outcomes et de ces impacts? Et puis enfin, la qualité, la cohérence de votre structure de work package, de votre structure de projet, y compris les risques associés. Et est-ce que le, l'effort du consortium a été organisé, structuré de façon appropriée pour, encore une fois, atteindre les objectifs qui ont été annoncés? Et puis, est-ce que
de façon très simple, le consortium est clairement et logiquement structuré? Est-ce que les bons partenaires sont là avec le bon rôle et avec le bon budget? Voilà, la partie impact qui est parfois un petit peu sous-estimée. Pour la partie excellence, c'est assez clair, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. C'est de toute façon le cœur de votre projet, le volet scientifique, donc ça sera pas compliqué à démontrer, mais la partie impact parfois manque, ou parfois est pas suffisamment bien structurée, ou peut-être sous-estimée par les candidats. Ça compte quand même 5 points sur 15, et si vous n'avez pas les 5 points sur la partie impact, vous réduisez considérablement vos chances de succès. Donc c'est important de faire les choses bien sur cette partie, et c'est important de comprendre les terminologies associées et ce qu'attendront les évaluateurs. Donc de façon très claire, votre projet va générer des résultats scientifiques ou autres. Ces résultats devront être exploités, disséminés, mis en avant d'une manière ou d'une autre, de façon à créer des effets, et ces effets seront donc l'impact du projet de façon générale, avec finalement de- une séquence en deux étapes un petit peu. euh, les outcomes qui doivent arriver pendant et peu de temps après le projet, et puis les impacts qui ont vocation à arriver après le projet, et à être, euh, voilà, à être perceptible dans la durée après le projet. C'est comme ça que vous allez devoir expliquer les choses et structurer les choses. Et là, ici, vous avez un diagramme assez clair qui illustre comment vous pouvez présenter les choses en ayant le souci de la quantification systématiquement. C'est là-dessus que vous allez faire le plus souvent la différence, en étant capable de quantifier de façon simple, claire et cohérente les effets de votre projet. Les effets donc de, de vos mesures de dissémination, d'exploitation et de communication sur les résultats de votre projet, en fait, si on le dit de façon un peu plus complexe. Voilà, ici, la procédure d'évaluation, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez être évalué par des pairs, donc des experts évaluateurs qui sont finalement des gens comme vous qui postulent qui ont aussi été candidats, qui le sont peut-être aussi encore, évidemment pas sur les projets sur lesquels ils travaillent en tant qu'évaluateurs, et qui donc sont portés candidats auprès de la commission pour évaluer des projets. Donc voilà, c'est des panels de 3 à 5, parfois un petit peu plus, 3 à 5 experts, voilà, qui évaluent individuellement, puis se réunissent en groupe pour partager leurs évaluations, trouver une évaluation qui fait consensus. Voilà, il y a une revue ensuite en panel, et puis enfin, voilà, il y a un ranking, un classement qui est fait entre les différentes propositions, et puis une fois que tout ça est fait, vous recevez la notification de la commission, et vous pouvez consulter votre résultat. Donc, il faut bien comprendre que l'évaluation initiale, elle est faite indépendamment des autres propositions, mais que ensuite, une fois qu'il y a des propositions qui sont peut-être à égalité, bah, il y a, il y a une discussion entre les experts en ayant devant eux toutes les propositions proposées sur l'appel en question. Voilà, et puis une toute dernière slide, donc ici qui concerne l'écosystème européen. Là, ici, il s'agit plutôt de répondre indirectement à la question comment est-ce qu'on trouve un consortium, comment est-ce qu'on trouve des partenaires. Et la réponse à ça, c'est évidemment de se tourner vers les PCN, les différents réseaux, les pôles de compétitivité aussi. En France, c'est un petit peu le travail qu'on fait, mais finalement aussi d'aller voir ce qui se passe au niveau européen. Alors nous, c'est ce qu'on fait. On essaye de se faire le relais de nos membres pour aller chercher l'information et les opportunités qu'on trouve dans les plateformes technologiques et les associations européennes qui sont listées ici sur la slide, mais aussi les matchmaking events qui sont organisés au niveau européen.
Mais voilà, au-delà de ça, il ne faut pas hésiter aussi à aller directement voir ce qui s'y passe. Alors pour les plateformes technologiques et les associations, voilà, c'est souvent des événements ou des groupes de travail ou de l'information qui n'est disponible que sur adhésion. Mais parfois, il y a quand même des choses gratuites qui s'y passent et ça coûte rien d'aller voir de façon régulière sur le site de ces structures. Voilà, quelles sont les actualités, ce qui s'y passe, et aussi d'aller voir simplement les listes de membres, voir qui est à la gouvernance de ces associations. Ça donne une idée assez claire de qui est leader en général sur la thématique dans les projets européens. En général, c'est un petit peu ces acteurs-là qu'on retrouve à la coordination des projets les plus compétitifs. Voilà, et c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Autrement, voilà, on pourra s'arrêter ici. Je vois pas de questions dans le chat. Je vois pas de main levée non plus. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas particulièrement de questions, je vous propose qu'on s'arrête ici. Alors, je vous mets une toute dernière slide avec donc nos contacts, donc notamment donc les points de contact côté pôle de compétitivité et PFA qui sont listés. Donc, je vous invite vivement à vous approcher de ces personnes si vous avez une idée de projet ou si vous êtes en recherche de partenaires pour l'un des appels à projets que vous avez identifié potentiellement aujourd'hui ou plus largement sur Horizon Europe. Et on sera ravis de répondre à vos questions et de vous aiguiller. Merci à tous. Merci. Et je vous enverrai la présentation juste après, évidemment. Merci Mathieu. Merci Oui, beaucoup. Au merci revoir. beaucoup, Mathieu. Ouais.